Salut tout le monde. Un visage humain émerge d'une boue noire. Il s'avère que c'est une jeune femme, qui se lave ensuite, assise sur le sol de la salle de bain. Une femme inconnue l'aide à s'habiller et à se nettoyer. Elle se réveille plus tard sur un lit, et elle découvre un gars à côté d'elle. Okay. It's all right. Where am I? You're in my room. Sans dire son nom, il lui donne une couverture pour la garder au chaud. Ensuite, le gars allume sa chanson préférée et il offre un verre de vin à la fille. Elle ne se souvient absolument de rien et ça dérange clairement l'étranger. Soudainement, il saisit la fille par le cou et commence à l'étrangler. Il lui frappe violemment la tête contre le sol, la tuant. Spencer traîne le corps et le place dans un conteneur rectangulaire argenté, à l'extérieur de la maison. Victoria, sa mère, rentre chez elle et demande à son fils d'écrire un compte-rendu de ce qui s'est passé dans son journal. Le fils est mécontent de la qualité de ce clone. Il dit qu'il ne ressemblait en rien à l'original. Victoria se rend au laboratoire où elle reçoit un appel du père de Spencer, Parker. Ils se rencontrent dans la réalité virtuelle, où la femme frustrée dit que tous ses efforts ne servent à rien. He needs help. That's what I'm doing. Clinical help. They'll take him from me. La mère est clairement déterminée à résoudre le problème à sa façon. Le père de Spencer souligne l'importance d'observer directement le comportement de Spencer, plutôt que de se fier uniquement à ses rapports. Victoria hésite à enregistrer les meurtres par caméra, craignant qu'il ne les incrimine, mais elle accepte finalement de le faire. Bientôt, Spencer attend avec impatience qu'un autre clone préparé par sa mère se réveille. Il remarque qu'il est filmé, et il devient furieux lorsque la fille, confuse, échoue à nouveau à répondre à ses questions. Elle ne se souvient pas de qui elle est, et elle n'a aucun souvenir de Spencer. Alors, elle essaie de partir. Victoria pleure, et elle se détourne de l'écran pour ne pas voir son fils tuer le clone de la même manière qu'auparavant. Spencer détruit la caméra sur le mur, et il traîne le cadavre à l'extérieur. Il repense à la première fois qu'il a rencontré sa victime. En marchant dans le désert, il a vu une fille se faire pousser de force hors d'une voiture par sa connaissance, qui l'a laissée toute seule. Spencer a reçu un message de sa mère autoritaire, qui le surveillait pour s'assurer que son fils ne s'égare jamais trop loin de la maison. Victoria a écrit qu'elle serait en retard, et Spencer a décidé d'approcher de la femme, qui jurait dans tous les sens. Left me out here in the middle of nowhere without a phone. I swear to God, if I ever see you again, I'm gonna kill you. Spencer a informé la fille qu'elle devrait marcher toute la nuit pour atteindre la ville la plus proche. Agacée, la fille a demandé si Spencer pouvait l'emmener, mais il n'avait pas de voiture. Il est venu à pied d'une maison voisine. Ayant froid et surtout n'ayant pas d'autre choix, elle a accepté à contre-cœur de l'y rejoindre. Se présentant comme Ashley, elle a demandé sa veste. Victoria interrompt le voyage dans le passé de son fils, et il lui demande carrément que toute cette histoire idiote de reconstitution ne fonctionnera pas. La mère pense que les résultats ne sont pas trop mauvais pour une 4e tentative, et elle demande plus de temps. Elle serait heureuse de laisser son fils partir, mais elle doit être sûre qu'il peut se contrôler. Par la suite, Victoria appelle Parker, et elle l'accuse de lui faire regarder Spencer faire des choses horribles. L'homme insiste sur le fait que c'est le seul moyen de répondre aux besoins du garçon, et de l'empêcher ainsi de tuer d'autres personnes. La femme a l'intention de passer plus de temps avec le nouveau clone pour mieux recréer la personnalité d'Ashley. Elle ne répond pas aux appels de collègues qui remarquent l'absence de Victoria. Son entreprise est sur le point de révolutionner les soins de santé en produisant des organes sur mesure pour la transplantation. Victoria place le prochain clone dans la chambre d'amis et elle demande à Spencer de ne pas interagir avec elle. Le garçon accepte et continue à travailler sur des dessins anatomiques détaillés. Il remarque que sa mère parle au clone, puis il dessine un portrait d'Ashley avec des fourmis rampant sur son visage. Spencer part se promener et il remarque une voisine qu'il n'a jamais vue auparavant. Elle emménage dans la maison vacante de ses parents après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle a étudié le droit, mais elle a maintenant envie de poursuivre une carrière d'écriture créative. Le gars aide la fille sympathique et bavarde à déballer ses affaires. Elle est ravie de rencontrer une autre âme vivante dans cette région. I am such a jerk. Here you are helping me and I haven't even asked you your name yet. I'm Marissa. Sa mère l'appelle aussi tous les jours pour prendre des nouvelles de sa fille. Spencer aide Marissa à porter des boîtes et il dessine un portrait de sa nouvelle connaissance lorsqu'il rentre chez lui. Pendant ce temps-là, Marissa vient chez Spencer et sonne à la porte. Elle se présente à Victoria quand elle arrive, offrant une assiette de biscuits en guise de remerciement et part. Victoria, effrayée, engueule Spencer pour s'être rapprochée avec la fille. Elle informe Parker de l'incident et elle mentionne les dessins récents de son fils. Il semble que Spencer fait une fixette sur Marissa, mais Victoria continue de se concentrer sur la personnalité d'Ashley et elle lui montre quelques aperçus de sa vie passée qu'elle a trouvés sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Spencer rend l'assiette à Marissa et elle l'invite à entrer. Le gars lui donne le portrait qu'il a fait d'elle et ça l'impressionne vraiment. Marissa veut que Spencer fasse un croquis pour un tatouage sur le cou.
Cette partie du corps le rend clairement anxieux, mais le gars se retient. Marissa dit que Spencer est bizarre, mais qu'elle l'aime bien, et ces mots font rougir le gars. À la maison, Victoria hurle à nouveau sur son fils, malheureuse qu'il ait rendu visite à Marissa. Elle exige qu'il cesse de la voir, et elle suggère de le présenter au nouveau clone le lendemain. L'esprit de Spencer retourne à Ashley, la fille qu'il a ramenée du désert. En réalisant qu'ils étaient seuls, elle a utilisé sa réserve de substances dans la salle de bain, puis a voulu boire du vin avec Spencer dans la cuisine. Elle n'avait pas l'intention d'appeler qui que ce soit, et elle voulait juste se rendre en ville. En réponse, Spencer lui dit d'attendre sa mère avec la voiture. Probably not for another hour or so. So, how should we kill a few hours? Le gars timide n'a pas compris l'allusion et il est resté silencieux en réponse. Ashley a ensuite demandé d'allumer sa chanson préférée que sa grand-mère avait l'habitude de mettre quand elle était enfant. Ensuite, elle s'est dirigée vers la chambre de Spencer. C'est là que le flashback s'arrête. Spencer prend une gorgée de vin avant de rencontrer le nouveau clone d'Ashley. Victoria explique à la fille que son fils est timide, mais qu'il peut devenir plus ouvert lorsqu'il parle d'art ou de musique. Victoria les laisse alors tranquilles. Et Spencer met la chanson qu'Ashley avait autrefois adorée. Le clone ne réagit pas, mais elle demande à voir plus de dessins de Spencer. Alors qu'elle feuillette son album, elle tombe sur des portraits d'elle-même représentant sa mort. Terrifiée, elle tente de comprendre le sens derrière tout ça, et Spencer attaque à nouveau le clone. Victoria pleure quand elle entend les bruits d'étranglement venant de derrière la porte. Après avoir pris soin du corps, Spencer dit à sa mère qu'il se sent constamment isolé du monde, et que ce sentiment l'étouffe littéralement. Mais aujourd'hui, il a senti quelque chose de différent, et soudainement, il peut respirer plus librement. Il a pu éprouver le même sentiment que le jour du premier meurtre. Le fils remercie sa mère et il la serre dans ses bras. Victoria annonce la bonne nouvelle à Parker et elle espère que les clones pourront être utilisés pour prévenir tout crime à l'avenir. L'homme répond que rien que la croissance d'organes a été difficile à légaliser et que de telles expériences provoqueraient certainement un tollé général. Mais pour l'instant, la mère va tester combien de temps durent les effets positifs. Elle espère que son fils pourra déménager et mener une vie normale. Return home whenever he needs his fix. Le lendemain, Spencer pense à Ashley, à côté du conteneur lorsque Marissa passe. Elle demande comment il gère la solitude et le silence. Parce que ça la rend folle. La fille a consulté un thérapeute pour soigner son trouble de l'alimentation. Mais elle se sent mieux maintenant. Spencer dit aussi qu'il avait l'habitude d'aller en thérapie, mais qu'il a arrêté. Marissa se demande ce qui n'allait pas avec le gars. Il réfléchit à quoi répondre, quand il remarque soudainement une mèche de cheveux ensanglantée d'Ashley par terre. Spencer le cache sous sa chaussure, et la fille change de sujet. Elle l'invite à une exposition d'art ensemble, et elle le laisse y réfléchir. Spencer se souvient à nouveau de la nuit fatidique. Dans sa chambre, Ashley a trouvé les dessins, et elle a complimenté les compétences artistiques de Spencer. Elle lui a dit qu'elle aimait aussi l'art, avant de lui montrer le tatouage de serpent sur son bras. Ashley a alors commencé à le séduire dans une danse lente. Spencer a avoué qu'elle était la première fille qu'il a amenée chez lui. Quand il a essayé d'enlever son haut, Ashley s'est éloignée et elle lui a dit d'y aller doucement. À ce moment-là, Spencer a perdu le contrôle et il l'a attrapée par la gorge. La fille a marché sur son pied avant d'essayer de s'enfuir, mais Spencer l'a frappée au sol. Elle a cassé un ongle sur le sol en essayant de se défendre et après, le gars a terminé Ashley en claquant l'arrière de sa tête par terre. Victoria se prépare à créer un autre clone de la fille afin de prolonger le temps entre les épisodes violents de son fils. Elle explique à Ashley qu'elle a eu un accident de voiture et qu'elle a perdu la mémoire. Plus tard, Victoria montre une vidéo à Ashley où on voit Spencer qui a 7 ans, ainsi que son chien Max. Max était son premier animal de compagnie, qui a été tragiquement heurté par une voiture et a succombé à ses blessures une semaine plus tard. La famille a été profondément touchée par la perte, et ils ont enterré Max à l'extérieur de la maison. Victoria montre le lieu à Ashley, où il y a aussi les autres chiens qui ont connu un sort similaire à celui de Max. Elle parle de la façon dont la mort est quelque chose à laquelle personne, y compris eux-mêmes, ne peuvent pas échapper. Submergé par l'émotion, le clone prend Victoria dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Spencer remarque la scène, et il se rappelle comment sa mère a découvert le vrai corps d'Ashley. Victoria était horrifiée et a giflé son fils. Elle pensait qu'il avait changé, mais la femme s'est rapidement ressaisie, et elle a ordonné que le corps soit traîné au laboratoire. Break her down to raw materials. There won't be anything recognizable left. Spencer accepte d'aller à l'exposition d'art avec Marissa après tout. Il lui donne sa veste pour la garder au chaud, et il la remercie pour l'invitation. Après la 6e année, le garçon a été scolarisé à la maison sous la direction de sa mère, et il n'a jamais vu de l'art de ses propres yeux. À l'école, Spencer était calme, et il ne jouait jamais avec d'autres enfants. Mais un jour, il les a rejoints pour jouer au roi de la colline, et il a poussé une fille très fort. Elle est tombée, et elle a subi une grave blessure à la tête, qui a finalement entraîné sa mort à l'hôpital 2 jours après.
Marissa explique que c'était simplement un accident qui aurait pu arriver à n'importe quel enfant et qu'il était injuste de l'isoler complètement du monde. Pour lui remonter le moral, elle lui montre le portrait qu'il lui a donné plus tôt. Le dessin est fièrement affiché sur le mur aux côtés d'autres œuvres d'art, car le galériste était très impressionné et a même suggéré que Spencer puisse exposer ses autres œuvres. Spencer est choqué et en colère que Marissa ne lui ait pas demandé sa permission. Mais la fille voulait juste le surprendre parce qu'elle pense que Spencer est un artiste talentueux et que ses œuvres sont vraiment inspirantes. Pendant ce temps, Victoria se rend compte que son fils n'est pas à la maison et elle trouve son téléphone dans la table de nuit. Mais Marissa s'arrête déjà chez eux pour déposer Spencer. Elle le complimente et elle souhaite qu'il puisse passer plus de temps en dehors de son confinement. Alors que Spencer s'en va, la fille aperçoit Ashley à la fenêtre. Quand Spencer entre, sa mère le salue et lui interdit à nouveau de voir Marissa. Elle fouille dans ses affaires et elle lui montre les dessins de sa nouvelle amie. Victoria sait ce qui se passera ensuite, car elle a été la seule personne à soutenir son fils pendant toutes ces années. Elle demande si Spencer est prêt à tout jeter pour Marissa. Spencer répond que c'est différent avec elle. Ashley entend leur conversation, et après, elle fait un cauchemar où elle se fait étrangler et traîner sur le sol dans une autre chambre, se cassant l'ongle. Le matin, elle en parle à Victoria et lui demande pourquoi son fils se cache d'eux. Victoria répond qu'il est juste timide, et elle lui dit comment Spencer l'a trouvé après l'accident. La fille veut retrouver rapidement la mémoire et rentrer chez elle. La femme appelle Parker en panique, et il se demande si les souvenirs peuvent être transmis par l'ADN. Cette Ashley semble réelle à Victoria, et l'homme demande si elle est toujours prête à la donner à Spencer pour qu'elle se fasse étrangler. La mère dit qu'elle l'est, parce qu'elle ferait n'importe quoi pour son fils. Parker est également prêt à tout faire, mais il ne peut en aucun cas être directement impliqué dans la vie de Spencer. Victoria dit que Spencer n'a pas besoin d'un père, et elle met fin à l'appel. Pendant ce temps-là, Ashley se faufile dans la chambre de Spencer, où elle trouve des marques d'ongles et le carnet de croquis de Spencer par terre. Elle le prend dans sa chambre et le cache à Victoria. Plus tard, Spencer dit à sa mère qu'il veut mettre fin à l'expérience, mais Victoria est contre. Les médecins et Victoria elle-même ont été témoins de sa cruauté envers les animaux depuis son enfance. Et ce problème n'a fait qu'empirer quand il grandissait. Selon sa mère, ce comportement persistera indéfiniment. Qu'est-ce que Spencer voudrait faire de toute façon? Run away with this girl? I like her. You'll kill her. Le lendemain, Marissa vient chez eux et elle voit Victoria et Ashley dans le jardin. Elle prend furtivement une photo d'eux et elle se fait presque remarquer. Peu de temps après, Victoria reçoit un appel urgent du travail, car l'entreprise ne peut pas procéder au lancement du nouveau produit sans sa présence. Elle ordonne à son fils de rester à l'intérieur de la maison et part précipitamment, mais pas avant d'avoir enfermé Ashley dans sa chambre. Pendant ce temps-là, Marissa trouve une photo d'Ashley sur internet et elle découvre que la fille est recherchée pour vol. Elle envoie rapidement un SMS à Spencer, l'informant de cette révélation choquante. Au travail, Victoria reçoit également le message via un logiciel de suivi. Ignorant les objections de sa collègue, elle appelle immédiatement son fils et se précipite chez elle. Avant son arrivée, Marissa rend visite à Spencer pour lui parler d'Ashley. Au même moment, le clone d'Ashley, enfermé à l'étage, trouve des dessins effrayants dans un carnet de croquis et le jette. Sous le choc, Marissa entend le bruit et elle continue d'interroger Spencer. Spencer, I saw her. I took her picture. Désespéré, Spencer voit maintenant la fille comme un témoin dangereux et il dit qu'il a presque changé pour elle. Il attrape Marissa par la gorge, mais la fille se défend et le frappe avec une bouteille. Elle s'enfuit, appelant la police en chemin, mais Spencer la rattrape. Au même moment, Ashley découvre un marteau caché dans le placard et elle l'utilise pour casser la serrure de la porte. Elle descend et assiste à une scène horrible. En voyant les phares à l'extérieur, Ashley se cache dans le laboratoire, où elle apprend toute la vérité sur elle-même. Victoria court dans la maison, et elle trouve le cadavre de Marissa. Tout s'est passé exactement comme elle le pensait, et la mère gifle à nouveau Spencer. Spencer tente de justifier ce qu'il a fait en disant que Marissa avait l'intention d'appeler la police et de le confronter. Victoria remarque que Marissa a contacté les services d'urgence. Alors, elle a dit à Spencer de cacher Ashley et de se débarrasser immédiatement du corps de Marissa. Spencer se rend vite compte que le clone s'est échappé. Il assure à sa mère qu'il en assumera la responsabilité, mais elle refuse, car ils sont ensemble dans cette affaire. Alors que Spencer déplace le corps de Marissa dans un conteneur, Victoria confronte Ashley dans le laboratoire. If my son hadn't taken you in, you would be rotting in a cage instead of... Instead of what? Le clone menace Victoria avec un marteau, exigeant de savoir combien de fois elle a été tuée. Elle essaie de frapper Victoria, mais la femme esquive et essaie d'expliquer quel spécimen unique elle a réussi à créer. Mais Ashley la traite de monstre et la frappe avec le marteau. Spencer vient courir au bruit et attaque Ashley, mais elle le repousse et s'enfuit. La fille se met à l'abri derrière une voiture, et elle attaque Spencer par derrière.
Elle le frappe au sol, l'étrangle et lui fracasse la tête dans les carreaux. C'est là que la police, appelée par Marissa, arrive et arrête Ashley. Victoria découvre son fils mort et elle pleure inconsolablement. Plus tard, elle détruit les preuves et passe un dernier appel à Parker. L'homme dit qu'il est temps d'arrêter. Tous ses efforts sont vains, car le garçon était brisé depuis le début. Apparemment, c'est pour ça que le père a abandonné son enfant. Victoria raccroche le téléphone, et elle casse l'appareil qu'elle utilisait pour parler avec son ex-mari. Le visage du clone de Spencer apparaît hors du réservoir noir. Deuxième histoire. Quand des gens finissent ensemble dans une pièce verrouillée, beaucoup de choses changent. Une fois que les couples emménagent ensemble, ils peuvent se séparer peu de temps après à cause de disputes, tandis que les rencontres occasionnelles et maladroites dans un ascenseur ou un fumoir peuvent finir par être fatidiques. Les personnages de cette histoire le savent très bien. C'est vendredi soir avant la Saint-Valentin. Jennifer reste tard au bureau. Son ex lui manque et elle lui écrit un email pour se retrouver et se remettre ensemble. Au final, elle décide de ne pas l'envoyer. Elle prend un billet pour un vol de nuit à destination de New York, prend une poignée de bonbons dans un bol et se dirige vers l'ascenseur. Au même étage, un homme au nom de Guy se prépare comme s'il allait à un événement important. Il attrape l'ascenseur aux côtés de Jennifer juste à temps. 42 étages, c'est beaucoup. Et ils échangent quelques blagues pour briser le silence gênant. Guy remarque un dessin étrange sur le mur, d'un homme qui frappe les murs d'un ascenseur. Soudainement, l'ascenseur se coince. Il n'arrive pas à contacter les services d'urgence, bien que les lumières et l'écran soient toujours allumés. Les portes ne bougent pas non plus. Ils essaient de faire signe à la caméra de vidéosurveillance et d'utiliser leur téléphone, mais il n'y a pas de réseau. À cause du long week-end, il y a une chance qu'ils ne sortent pas avant mardi. À la grande frustration de Jennifer, puisqu'elle a un avion à prendre. Pour passer le temps, ils apprennent à se connaître. Jennifer est superviseur de compte, et Guy est un comptable qui a récemment commencé à travailler dans l'immeuble. Bientôt, il manque de patience. Et Jennifer monte sur les épaules de Guy pour trouver une trappe d'évacuation dans le plafond. À sa grande surprise, il n'y en a pas. Une heure s'écoule, et Jennifer est en retard à son vol. Elle crie de colère, et Guy la soutient. Jennifer sourit, et ils se rendent compte qu'ils ne connaissent toujours pas le nom de l'autre. Après s'être présentés, ils sortent des affaires de leur sac. Jennifer a très soif, et l'homme partage son eau avec elle. Now, if you had like a double cheeseburger in the bag. You know, I usually keep one stuffed down my pants, but... En retour, elle lui donne des bonbons. Puis elle sort un tire-bouchon au cas où il voudrait ouvrir le vin. Mais pour l'instant, il décide d'économiser la nourriture et l'eau. 4 heures plus tard, Jennifer doit aller aux toilettes, mais elle est trop gênée. Guy suggère d'utiliser son thermos vide. Et Jennifer parvient à surmonter l'embarras. Elle est reconnaissante à Guy d'avoir aidé à désamorcer la situation embarrassante. Plus tard, elle utilise le tire-bouchon pour sculpter une fille à côté du gars coincé dans l'ascenseur sur le mur. Ils se divertissent en jetant des bonbons dans un cône en papier. Guy avoue qu'il est un bourreau de travail solitaire et que personne ne remarquerait s'il disparaissait. Jennifer admet qu'elle n'est pas quelqu'un qui manquerait aux gens non plus. Le billet d'avion était un achat compulsif pour surprendre son ex, mais elle doute qu'il en soit ravi. Guy ouvre la bouteille de vin et Jennifer le rejoint joyeusement. Plus tard, il essaie de se dessiner et Guy raconte qu'il l'avait déjà vu. At the time, I thought that if I told you that I did recognize you from the building, I didn't want you to think that I was some kind of like stalker or something. Il admire également sa beauté et son sourire contagieux, et il est heureux de l'avoir rencontré. Jennifer répond aux compliments avec un sourire chaleureux et de la gratitude. Ils se montrent leurs croquis. Jennifer a fait une caricature tandis que Guy a créé un portrait époustouflant. Impressionné par ses compétences artistiques, Jennifer prend une photo du dessin pour l'utiliser comme photo de profil quand ils sortiront de l'ascenseur. Ils prennent plusieurs selfies ensemble, engageant la conversation pour détourner leur attention de leur fin. Tous les sujets semblent être trop ennuyeux pour Jennifer, et elle suggère de parler de quelque chose de plus intime. Elle suggère également de filmer les histoires. Le gars devient timide, et Jennifer est la première à commencer. Elle parle de ses aventures à la bibliothèque, où elle et son copain lisaient des romans coquins. Guy n'a rien de semblable à partager, alors Jennifer lui dit d'inventer une histoire. Il accepte, et il parle d'un coup d'un soir avec une collègue dans sa voiture après un événement d'entreprise. Il est excité par sa propre histoire, et Jennifer le remarque. Maintenant, c'est au tour de Guy de se sentir gêné, mais Jennifer l'encourage, et Guy dit carrément qu'il veut l'embrasser. Ils se rapprochent, et il y a une étincelle entre eux. Ils passent un bon moment. Mais après, Guy laisse échapper qu'il pourrait tomber amoureux de Jennifer. Cette déclaration fait peur à Jennifer, et elle se rhabille rapidement. Elle veut toujours se remettre avec son ex, qu'elle aime et avec qui elle a eu une vraie relation. This is real. I'm real. You know, this is real. Guy n'arrête pas de demander pourquoi elle se remettrait avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Jennifer s'énerve et dit que ce qui s'est passé entre eux n'était qu'une aventure d'un soir qui ne mènera à rien.
À ce moment-là, l'homme profondément blessé révèle qu'il ment depuis le début. Il ne s'appelle pas du tout Guy, et il est en réalité un agent de sécurité qui surveille Jennifer tous les jours. Son comportement précédemment détendu change soudainement, et il évacue sa frustration en frappant le mur de l'ascenseur, se plaignant que personne ne remarque ou n'apprécie les gardes de sécurité. Il a mis en place toute la situation pour se rapprocher de Jennifer, réalisant que le plan a échoué. Il abandonne et démarre l'ascenseur. Après la révélation, Jennifer devient furieuse, menaçant d'appeler la police. You're gonna rot in f***ing jail! I can't have that. Guy désactive intentionnellement l'ascenseur une fois de plus, provoquant une réponse agressive de Jennifer. Dans sa tentative de le confronter, elle donne accidentellement un coup de pied au panneau de commande, cassant la clé et rendant l'ascenseur inutilisable. Alimentée par la colère, Jennifer se jette sur Guy en le blessant à la tête avec sa botte. Il s'effondre en sang et Jennifer se rapproche, croyant l'avoir tué. Mais il s'avère que Guy ne faisait que genre, et il frappe Jennifer d'un coup de poing. Quand Jennifer se réveille, Guy explique que rester coincés ensemble était le meilleur moyen pour eux d'apprendre à se connaître. Il a éliminé toutes les distractions, et ils ont fini par bien s'entendre, coucher ensemble, se battre et se séparer en quelques heures seulement. Il n'a même pas forcé Jennifer à faire quoi que ce soit, il a juste préparé le terrain. Et elle l'a apprécié naturellement. Guy a également pris les shifts des autres gardes, donc personne ne le fera sortir avant mardi. Jennifer dit encore une fois qu'elle va appeler les flics, et l'homme répond qu'il préfère la tuer plutôt que de retourner en prison. Il commence à frapper ses poings sur le mur en criant que tout allait bien jusqu'à ce que Jennifer gâche tout. Plus tard, Guy se calme un peu, et il suggère d'ouvrir les cadeaux que Jennifer avait apportés pour son ex. Dans le sac, il trouve une veste et la met. Il force ensuite Jennifer à ouvrir un autre cadeau, un ensemble de cigares. Il lui fait peur en agitant un coupe-cigare et un briquet devant son visage. Guy allume un cigare et il essaie de la forcer à fumer aussi. Plus tard, le bourreau s'excuse d'avoir fait peur à Jennifer et lui demande de lui donner une autre chance. La fille se tait et Guy soulage le stress de la manière habituelle, en brisant les lampes sur le mur. Soudainement, il se rend compte qu'il peut également briser les plaques au plafond. À l'aide d'un thermos, Guy ouvre une porte de sortie. Il demande à Jennifer de lui donner un coup de main pour monter et ouvrir l'ascenseur de l'extérieur, mais elle suggère qu'ils inversent les rôles. I'm not gonna call the cops. Why would we even do that? After everything that we've been through. Elle le rassure qu'elle lui a pardonné et qu'elle est prête à partir en voyage ensemble quand ils sortiront. Mais une fois sur le toit de la cabine, elle fait un doigt à Guy et grimpe à l'échelle. Guy entre à nouveau dans une frénésie, mais il sort rapidement une corde de ses vêtements et il se hisse en dehors. Il rattrape rapidement Jennifer, qui parvient presque à ouvrir les portes de l'étage au-dessus. Guy saute après elle, et ensemble, ils retombent dans la cabine et s'évanouissent. Jennifer est la première à se réveiller. Elle remarque un arroseur d'eau connecté au système d'alarme incendie. Elle met le feu au dessin de Guy pour le déclencher, mais Guy se réveille et essaie de l'arrêter. Jennifer lui donne un coup de pied au visage et elle lui attache les mains dans le dos. Jennifer saisit les outils du cigare et elle les utilise comme un moyen pour intimider Guy, pour qu'il avoue tout en filmant à la caméra. Il révèle que son vrai nom est John Dickens et qu'il était le vice-président très apprécié d'une entreprise prospère. Son histoire sur le coup d'un soir avec une collègue était vraie, mais il était ivre et a pris un mauvais virage, tuant la femme. Grâce à son avocat, il n'a passé que 6 mois en prison, mais il n'a pas pu trouver un emploi décent à cause de son casier judiciaire. John avait tout perdu, et il pensait que Jennifer ne donnerait jamais une chance à un simple agent de sécurité. I worked my whole life for it. I just wanted to feel it, just for a little while. Jennifer se met à pleurer et éteint la caméra, se sentant désolée pour lui. Ils sont tous les deux épuisés et s'évanouissent rapidement. On est lundi, et le collègue de John, Eddie, amène sa copine Ruby au travail pour lui montrer la vue sur la ville depuis le toit. Il voit John et Jennifer sur la vidéosurveillance, et il les contacte. La fille la supplie de la laisser sortir, ne remarquant pas que John libère progressivement ses mains. Eddie ouvre la porte avec un pied de biche et veut abaisser l'ascenseur. Mais John attrape Jennifer et la frappe sur la tête. Eddie entend une voix familière et jette la clé à son ami pour qu'il puisse démarrer l'ascenseur. John demande à son partenaire d'entrer avec eux, et quand Eddie arrive à mi-chemin, il active l'ascenseur, coupant le corps du garde en deux. Jennifer crie d'horreur, et John l'assomme. Ensuite, il transporte Jennifer dans le coffre de sa voiture et se débarrasse du reste des preuves. Alors que l'homme supprime les images de vidéosurveillance, il est remarqué par Ruby qui s'assoupissait dans le foyer. I'm sorry, have you seen Eddie? John tue le dernier témoin et il jette son corps dans la cage d'ascenseur. Ensuite, il part en voiture et il s'arrête dans une ruelle. John verse du kérosène dans une benne à ordures, puis tapote doucement le coffre. I just want you to know, I never meant for this to go so far. Il s'attend à ce que Jennifer résiste, mais son corps reste immobile et ses yeux semblent sans vie. John jette son sac dans la benne à ordures et Jennifer l'attaque soudainement par derrière, le jetant au sol. Elle saute dans la voiture et accélère, mais elle remarque un cigare fumant à l'intérieur et s'arrête.
Elle recule pour frapper John, qui ne peut se protéger de l'impact que dans la benne à ordures. Jennifer rentre dedans avec la voiture, puis elle sort, trouvant John mortellement blessé dans la benne. Jennifer allume un cigare, prend une bouffée et regarde son ravisseur d'un air victorieux. Elle s'écarte pour monter dans la voiture et elle jette le cigare dans la benne à ordures. John est englouti par les flammes. Chaque épisode de cette série a été inspiré par des fêtes différentes. Par exemple, l'épisode sur les clones intitulé All That We Destroy est sorti autour de la fête des mères, et l'histoire de l'ascenseur Down est sortie le jour de la Saint-Valentin. Comme toujours, tu peux trouver le nom de la série dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires ton avis sur l'éthique du clonage, et si un jour ça pourrait devenir possible. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs stylés comme celui-ci.